Bonjour, je suis Serge Galam, je suis physicien, chercheur CNRS et membre du CEVIPOF à Sciences Po. Que fait un physicien à Sciences Po? C'est une bonne question. Je suis le premier d'ailleurs. Et je suis au CEVIPOF parce que je développe depuis un certain nombre d'années maintenant ce que j'ai appelé la sociophysique, qui est un domaine émergent nouveau parmi les physiciens qui ambitionne de décrire les comportements sociaux et politiques à partir de concepts et outils issus de la physique du désordre et des effets collectifs. Il ne s'agit pas d'une transposition ou de métaphore, mais il s'agit vraiment de construire à la façon du physicien des modèles de comportement humain pour l'économie, la politique, la finance et tout ce qui touche en fait des comportements collectifs issus d'interactions individuelles. Parmi les différents travaux qui sont faits, la dynamique d'opinion est un des sujets qui est le plus étudié et j'ai développé un modèle de dynamique d'opinion depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Et l'application de ce modèle m'a permis, entre autres, de prédire l'élection de Trump aux États-Unis, qui était tout à fait inattendue et que même moi, je ne croyais pas possible. Mais c'est ce que donnait le modèle. La description de ce modèle est un peu complexe, comme ça. Ce que je dirais, c'est que lorsque je l'applique à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'élection présidentielle française de ce dimanche prochain, le 7 mai, pour lesquels nous avons en compétition Le Pen et Macron. Lorsque j'applique ce modèle de dynamique d'opinion, j'obtiens que Marine Le Pen perd l'élection de façon certaine, ce qui est en accord avec ce que donnent tous les sondages et tous les analystes. Simplement, avant le premier tour, j'avais noté un phénomène qui me semblait tout à fait inédit dans cette élection, qui était le fait qu'en France, nous avons cette tradition depuis l'élection présidentielle de 2002 dans laquelle Jean-Marie Le Pen était arrivé au deuxième tour du Front républicain pour s'opposer, faire barrage à l'élection d'un candidat Front National dans des instances démocratiques. Ce Front républicain a toujours, à quelques exceptions près, extrêmement bien marché. Il s'est affaibli. On n'a plus aujourd'hui 82% comme pour Chirac en 2002, mais il y a encore une majorité qui s'oppose au FN lorsque c'est nécessaire. Ce qui était inédit avant même les résultats du premier tour, c'était que pour chacun des challengers possibles de Marine Le Pen, que ce soit Fillon, Macron ou Mélenchon, il existait une proportion d'électeurs pour qui la répulsion anti-Front National allait de pair, elles n'étaient pas liées, mais elles arrivaient en même temps avec une aversion pour l'un de ces trois challengers. Aujourd'hui, c'est Macron qui est au deuxième tour, et on a effectivement une proportion non négligeable d'électeurs anti-FN qui veulent faire barrage au FN, mais qui ont énormément de mal à mettre en pratique cette opposition au FN en votant pour Macron, un candidat pour lequel ils ont une aversion totale et pour lequel la politique qu'il défend est une des causes de tous les problèmes que nous avons en France. Je ne rentre pas dans l'analyse de savoir si c'est légitime ou non, je constate ce fait-là. Et donc j'avais fait l'hypothèse que face à ce dilemme individuel, répulsion anti-FN, aversion pour Macron, un certain nombre d'individus pourraient se trouver le jour du vote dans ce que j'ai défini comme une abstention inavouée. Abstention inavouée, ça signifie que cet électeur va oublier d'aller voter le jour du vote en utilisant n'importe quel prétexte. Il voulait y aller et finalement, il n'y aura pas été. Cette hypothèse était excusez-moi, elle était osée et de dire qu'est-ce qu'il a légitime. C'était une hypothèse. Mais depuis le premier tour, le fait que Mélenchon n'ait pas appelé à voter directement pour Macron, et surtout le fait qu'on a eu l'apparition de l'hashtag Sans moi le 7 mai, les manifestations de jeudi dernier du Nini et la consultation des Insoumis qui donnent plus de 2 tiers pour l'abstention ou le vote blanc ou nul,
montre qu'on a aujourd'hui aussi une abstention revendiquée qui va consolider, donner une substance à mon hypothèse d'abstention inavouée. L'abstention inavouée pouvant prendre la forme d'un vote blanc ou nul. À ce moment-là, elle n'est pas détectable puisque la personne, l'électeur, va voter, mais c'est comme s'il n'y avait pas été. Et donc, une fois qu'on a ces hypothèses, il est très difficile de dire quelles vont être les proportions, qui va le faire, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais là, je dis, avec mon expérience de physicien face à un problème, je vais le mettre en équation. Et là, je peux écrire une équation extrêmement simple qui dit, étant donné une intention de vote pour Marine Le Pen, petit a, quelle que soit la valeur de cette intention de vote, et donc une intention de vote 1-a pour Macron. Si on a un taux effectif de participation pour Marine Le Pen, X, c'est-à-dire X, c'est la proportion des électeurs qui ont dit qu'ils vont voter pour Marine Le Pen et qui le font le jour du vote. Y, participation effective pour Macron. Vous voyez, ici est écrit Challenger, puisque j'ai fait ça avant le premier tour, et c'était valide, quelle que soit la personne qui avait gagné l'élection pour être au deuxième tour, l'élection du premier tour, avec Le Pen. Et donc, vous voyez que le jour du vote, Marine Le Pen gagne lorsque les votes exprimés pour elle, c'est-à-dire A multiplié par X, est plus grand que les votes exprimés pour Macron, 1-A multiplié par Y. Nous avons là une inégalité. Là aussi intervient la pratique du physicien dans des problèmes similaires. C'est de cette inégalité, on tire l'inégalité suivante, qui est Y plus petit que A multiplié par X divisé par 1-A. Quelle est la signification de cette inégalité? Elle nous montre que pour une intention de vote pour Marine Le Pen petit a, qui elle est accessible par les sondages, ils ne se trompent pas, ils vont nous donner la bonne estimation. X, estimation de participation pour Marine Le Pen, on obtient une valeur seuil de participation pour Macron en dessous de laquelle il perd l'élection. Ce qui est remarquable dans cette inégalité, c'est qu'elle peut être satisfaite pour des valeurs de petit a, intention de vote, plus petites que 50%. Et maintenant, je vous donne une illustration. Ici, j'ai choisi un taux de participation effective pour Marine Le Pen de 90%. C'est une estimation raisonnable parce que l'ensemble des gens qui disent vouloir voter pour Marine Le Pen veulent voter pour elle. En revanche, pour Macron, une partie des électeurs déclarant vouloir voter pour Macron veulent voter pour Macron, mais une autre partie veulent voter contre Le Pen. Mais on prend 90% pour Le Pen et on peut écrire la valeur seuil de participation pour Macron en dessous de laquelle il perd l'élection. Et vous voyez ici, j'ai écrit cette valeur minimum de participation en fonction du taux de participation pour Le Pen, qu'il soit 10%, 20%, 30%, 40%, j'arrête à 50% puisque si elle avait plus de 50%, elle gagne l'élection de façon non surprenante. Et une illustration, on prend 42% d'intention de vote pour Marine Le Pen, on est ici. Et vous voyez que grâce à cette formule et ce graphe, pour 42%, je monte, et ici, sur ce point, j'ai la valeur minimale de participation pour Macron, en dessous de laquelle il perd l'élection. Cette valeur, elle est égale à 65,17. Ce qui veut dire que s'il a seulement 65% d'intention de vote, Marine Le Pen gagne l'élection avec 50,07 parce qu'on est juste au-dessus de la ligne critique. Alors, on a un différentiel ici 90-65 de 25. On peut dire que ce cas de figure n'est pas très réaliste parce qu'on a quand même une abstention qui va être plus grande pour Macron que 65%. Ce n'est pas sûr, mais disons qu'on dise ça. L'intérêt de cette formulation mathématique, c'est qu'on peut voir tous les cas possibles. Donc maintenant, imaginons que Marine Le Pen gagne 2% de plus. On va passer ici autour de 44%. Et sur la figure, 44%, je monte. Vous voyez que dès que j'augmente l'intention de vote pour Marine Le Pen, la courbe ici monte de façon non linéaire, beaucoup plus que ce que j'ai eu en intention de vote.
Et par exemple, pour 40%, 44% d'intention de vote, la valeur critique qu'on obtient ici, en dessous de laquelle Macron perd l'élection, c'est 70,71%, ce qui est déjà maintenant substantiel. Ce qui signifie que si seulement 70% des gens qui ont dit vouloir voter pour Macron le font, mais 70% c'est déjà pas mal, eh bien Marine Le Pen va encore gagner l'élection avec 50-25. Avec cette formule et ce calcul, il est important de préciser que je ne dis pas que Marine Le Pen va être élue. Je dis que les chances qu'elle soit élue, avec ou malgré le fait qu'elle n'ait pas 50% d'intention de vote, deviennent de plus en plus grandes à mesure que, à la fois, l'intention de vote pour Marine Le Pen augmente. Vous voyez que plus je me dirige vers 50%, plus la courbe monte. Et plus le taux de participation nécessaire pour Macron pour maintenir sa supériorité en intention de vote est nécessaire pour qu'il gagne finalement l'élection. Et ce phénomène, puisqu'il est nouveau, ne peut pas être détecté par les sondages. Je terminerai simplement en rappelant qu'au début du Front National, les premiers sondages se trompaient très souvent sur l'estimation des votes pour le Front National parce que nous avions le vote honteux, des gens qui n'osaient pas dire qu'ils allaient voter Front National. Au bout de plusieurs élections, les sondeurs ont appris à intégrer ce vote honteux et l'intégrer dans leurs calculs en disant qu'ils avaient un certain pourcentage de gens qui ne disaient pas qu'ils allaient voter FN, mais qu'ils le faisaient. Donc ils corrigeaient leurs résultats bruts pour avoir les bons résultats. Comme ici, cette abstention inavouée qui crée cette abstention différenciée va être mise en pratique éventuellement pour la première fois, il n'y a pas eu de précédent pour pouvoir la calibrer. Et c'est pour ça que je dis attention, les résultats du dimanche soir, en fonction de la participation pour Macron et pour Le Pen, peut nous donner des surprises.